Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Quels moyens pour lutter contre l'islamisme radical? Le gouvernement promet la plus grande fermeté. Les services de renseignement pistent de nombreuses cellules à la recherche d'autres suspects après l'arrestation de 12 personnes ces derniers jours. Et ce qui frappe, c'est la rapidité de la radicalisation de jeunes individus. Pour en parler, notre invité ce soir, c'est l'ancien patron de la DST, Yves Bonnet, dans un instant. Et puis c'est une semaine européenne pour le Parlement français. Demain devrait être adopté le traité budgétaire européen à l'Assemblée nationale. Le texte arrivera le lendemain au Sénat où les voix de l'opposition seront sans doute très précieuses pour l'adoption de ce projet. Et au-delà du vote, vers quelle Europe nous emmènera ce texte? Vers une obscure austérité, dénoncent ses détracteurs. Non, vers la confiance et la croissance, promet le gouvernement. Nous poserons justement la question à notre invité politique, c'est le vice-président du Sénat, Didier Guillaume. Il est notre invité tout à l'heure. Et puis, au coude à coude, Mitt Romney et Barack Obama sont à égalité dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle à 47%, alors que le président sortant avait plusieurs points d'avance sur son adversaire avant le débat télévisé du 3 octobre dernier. Mais cela ne l'a pas fait perdre son humour à Barack Obama, qui n'a pas manqué de moquer sa propre prestation lors d'une soirée de levée de fonds à Los Angeles. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils sont jeunes. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ce sont des délinquants de droit commun et leur radicalisation est particulièrement rapide. Parfois, cela se fait en quelques mois. Les 12 personnes interpellées dans le cadre d'un vaste coup de filet ont en commun ce profil. Et le rôle, vous allez le voir, d'Internet et dans ce cheminement, il est loin d'être négligeable. Les détails avec Jérôme Rabier. Depuis l'affaire Mohamed Merah, c'est la hantise des services de renseignement français. Des jeunes bien intégrés, nés en France et qui basculent dans la radicalité, des profils difficiles à détecter. Ces investigations ont permis de mettre à jour un réseau, je dirais quasiment une cellule. Toutes ces personnes, nées en France et de nationalité française, sont en lien avec la mouvance radicale islamiste. Une cellule démantelée à la suite d'interpellations à Strasbourg, Cannes et en banlieue parisienne. Interpellations au cours desquelles le leader présumé, Jérémy Louis Sidney, a été tué, une arme à la main. On le voit ici dans une vidéo postée sur Internet. C'était le plus âgé, il avait 33 ans. Les autres membres sont tous des jeunes âgés de 18 à 25 ans, la plupart convertis sur le tard à l'islam. On a affaire, y compris là, à des jeunes convertis qui vivaient dans certaines conditions, défragmentation du lien social, dislocation des liens familiaux, perte de repères. Les nouveaux convertis sont généralement plus facilement, quelles que soient les confessions, les religions, plus facilement radicaux. Radicalisation qui s'est opérée sur des forums sur le net, dans des lieux de prière auprès d'imams intégristes ou en prison. Un terrorisme à la française, né en France, souvent en banlieue, alimenté puis entretenu par un antisémitisme primaire, mais aussi par le rejet de l'Occident. Et dans l'actualité, Lionel Jospin à l'Élysée pour s'entretenir avec le chef de l'État à la veille de la présentation des travaux de sa commission. Je vous rappelle que l'ancien Premier ministre a été chargé de réfléchir à la rénovation et à la déontologie de la vie politique. Mais le secret entourant ces travaux a irrité, vous allez le voir, plus d'un parlementaire, Cécile Cixous. Pas de fuite, rien ne filtre du travail à huis clos mené par la commission Jospin. Les parlementaires n'ont même pas été consultés alors qu'ils devraient être les premiers concernés par les réformes de cette mission. Exclus, ils sont critiques. Je ne pense pas qu'un sujet aussi vaste que rénover la vie politique puisse se contenter d'une réunion à huis clos. Il aurait fallu effectivement entendre la voix de parlementaires. La voix de Philippe Marigny, en tout cas, a été entendue. En tant que président de la commission des finances du Sénat, il a eu le droit à un tête-à-tête avec Lionel Jospin. Pour lui, si cette commission a le mérite d'exister, elle aurait pu prendre le temps d'écouter un peu plus les élus. Je crois que la commission aurait pu prendre un peu plus son temps. Il n'aurait pas été choquant qu'elle prenne 3 mois de plus. Je crois que cela aurait plutôt renforcé l'intérêt et l'autorité de ces travaux. La manière Jospin ne plaît pas, bien différente de celle d'Édouard Balladur, chargé pour son comité de réfléchir au même sujet. Et de son temps, on auditionnait à tour de bras et en public.
Il était dans une situation très différente de la commission Jospin, car dans le comité Balladur, il y avait énormément de sujets qui étaient tout à fait nouveaux. Si même dans le camp socialiste, certains sont sceptiques, ils auront tout de même le dernier mot sur les réformes les concernant. Qu'il soit saisi d'une proposition toute ficelée maintenant de la commission sur laquelle il ne puisse pas ensuite échanger. Mais dès lors qu'il aura toute liberté pour débattre et pour amender, très sincèrement, je ne vois pas un motif là à polémique. Les conclusions de la commission Jospin seront rendues début novembre. Et on saura demain si les industriels bénéficient d'un sursis avant de faire disparaître le bisphénol de leur emballage alimentaire. Le Sénat se prononce sur un éventuel report de l'interdiction générale de cette molécule toxique déjà prohibée pour les biberons. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Le bisphénol A est partout dans notre quotidien. Conserves, canettes, une molécule invisible mais dont la production s'élève à 3 millions de tonnes par an. Alors difficile de s'en passer du jour au lendemain, du coup le Sénat a repoussé à 2015 au lieu de 2014 l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Une décision incompréhensible pour le fondateur du réseau Environnement Santé. Il y a urgence et je crois que les sénateurs n'ont pas peut-être encore bien compris, parce que c'est relativement récent effectivement, cet enjeu autour des perturbateurs endocriniens. Le bisphénol est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une substance qui perturbe le système hormonal. Une année de perdue, c'est une année effectivement qui va impacter la santé de toute une génération. Une exception tout de même en ce qui concerne son interdiction pour les contenants de produits destinés aux enfants de moins de 3 ans. La commission a maintenu la date de 2013, une bonne nouvelle pour la sénatrice Chantal Jouanneau, même si c'est encore insuffisant. Pour moi, il faut aller beaucoup plus loin dans cette loi, pas tant sur les contenants alimentaires pour tout le monde, mais surtout pour les enfants, et interdire purement et simplement, en tout cas poser le principe global, d'interdiction d'exposition du fœtus, donc de la femme enceinte et allaitante, et du nourrisson au bisphénol A. Même si la loi est repoussée à 2015, la France ferait figure d'exemple au niveau européen dans la protection contre le bisphénol A. Et j'accueille le premier invité du 22h. Ce soir, c'est l'ancien patron de la DST, Yves Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous avez dirigé le service de 1982 à 1985. On va d'abord écouter le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. C'était ce matin. On l'écoute. Travail tout à fait exceptionnel est mené depuis plusieurs jours par la police judiciaire, par la direction centrale du renseignement intérieur, sous l'autorité, évidemment, et je veux le rappeler à chaque fois, de la justice. Il faut pousser les investigations, en savoir plus, connaître le rôle de chacun. Il y a des gardes à vue qui, comme vous le savez, se prolongent. Il y aura sans doute peut-être d'autres arrestations. Manuel Valls a donc souligné le rôle primordial de la DCRI, direction centrale du renseignement intérieur, qui est en train de rechercher d'autres suspects, puisque le ministre a évoqué de nouvelles arrestations possibles. Comment ça se passe, Yves Bonnet? Est-ce qu'on remonte les réseaux? Est-ce qu'on s'infiltre? Oui, il faut. La base de la lutte antiterroriste, c'est la connaissance du sujet, c'est la connaissance du milieu et c'est l'identification des personnes qui seraient susceptibles d'apporter une contribution à ces réseaux terroristes, direct ou indirect. Donc, ce que le ministre appelle un travail exceptionnel, moi je serais tenté de dire que c'est un travail normal, c'est un travail de routine. J'espère que la police accomplit tout. Mais est-ce que ce n'est pas plus compliqué aujourd'hui pour les services de renseignement de contrer bien ces nouvelles filières? Oui, alors ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on sort de schémas habituels où on avait, il faut dire les choses comme elles sont, tendance à se focaliser sur une population d'origine islamo-maghrébine ou islamo-arabe, si le mot arabe veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui peut être concernée, parce qu'on s'aperçoit qu'à travers des Antillais, des Africains, des gens qui sont français de souche, qui sont chrétiens souvent d'origine, on étend considérablement le champ du recrutement. De ce fait, la tâche de la police devient beaucoup plus compliquée. Et justement, la lutte contre le terrorisme nécessite une adaptation constante, permanente. Est-ce qu'on a les moyens pour cela? Honnêtement, oui. Honnêtement, je pense qu'on a les moyens. On peut toujours déployer davantage de moyens. Je crois que ce qui compte surtout, c'est la pugnacité de ceux qui en sont chargés. Et la résolution aussi des chefs, ainsi que la collaboration internationale. On ne fait rien sans coopération internationale. Notamment européenne. On parle, dans les différents sujets, on a parlé d'une radicalisation qui est très rapide, parfois en quelques mois. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que le passage en prison accélère cette radicalisation? Le rôle d'Internet, on l'a évoqué aussi. Qu'est-ce qui pousse le plus à cette radicalisation?
Il y a un certain nombre de facteurs un peu exceptionnels. Vous parlez de la prison. Je ne suis pas sûr que la prison soit l'école de la radicalisation islamique. En revanche, il y a un travail rampant, moi qui me paraît assez dangereux, qui est développé par les salafistes. Il faut dire les choses comme elles sont. Soutenu par certains États. Bon, il y en a 2 qui sont montrés du doigt. On va en parler, puisque vous en parlez, parce que c'est dans un entretien qui est paru ce matin dans la Dépêche du Midi. On va voir d'ailleurs cet article. Vous posez ouvertement la question du rôle du Qatar dans le financement de réseaux islamistes radicaux en Europe et donc en France. Bon, vous posez la question, Yves Bonnet, mais est-ce que vous avez la réponse? Non, je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas les moyens de l'avoir. Mais quand je vois le Qatar s'occuper de la situation dans les banlieues françaises, alors que tout le monde sait la situation. Quelle est la situation idyllique de la population qatari, où la grande majorité des... Certes, ce n'est pas un modèle social. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ni un modèle... Mais quand même, certains pourraient vous dire que vous pointez du doigt sans avoir le début du commencement d'une preuve, parce que vous êtes en train de dire que ce financement pourrait servir finalement à ces réseaux terroristes. Ce qui est certain, avéré, reconnu par le Qatar, c'est les financements qu'ils ont apportés à un certain nombre de mouvements dits du printemps arabe, et dont on voit aujourd'hui les conséquences. Vous pensez que le Qatar avait prévu il y a plusieurs mois que ces mouvements populaires à la base portés par la jeunesse allaient donner ces gouvernements islamistes? Le Qatar a tout fait pour déstabiliser un certain nombre d'États arabes dits laïques, c'est-à-dire religieux. La notion de laïcité ne s'applique pas exactement comme chez nous. Il a tout fait pour les déstabiliser, ainsi que l'Arabie saoudite, bien évidemment. Et cette politique, cette finalité correspondait tout à fait à cette vieille lune américaine qui consiste à déstabiliser les régimes arabes laïques. Un mot sur le gouvernement qui prépare un nouveau projet de loi antiterroriste qui est porté par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Il vise en particulier ce projet, la détection donc des Français partant s'entraîner au djihad dans les zones de combat, notamment en Afghanistan et au Pakistan, ainsi que la propagande sur Internet. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce projet de loi va apporter un plus? Moi, je ne suis pas du tout persuadé de l'efficacité des textes. Je pense qu'il faut surtout que la police soit motivée, qu'elle ait les moyens. Pardon? Il y a la justice derrière la police. Il y a la justice. Non, mais les juges, quand on leur explique, ils sont pas sots. Les juges, ils comprennent tout à fait les nécessités de l'enquête et en particulier tout le travail de l'amont que eux ne peuvent pas connaître parce que vous ne pouvez pas évidemment être concerné par la justice aussi longtemps que vous n'avez pas commis un délit ou un crime. Et donc, le travail de prévention, si je puis dire, échappe à la justice. Mais les juges comprennent très bien ça. Votre avis, votre conclusion, est-ce que ce genre de profil qu'on a vu tout à l'heure, jeune, radicalisation rapide, est-ce que ça va se multiplier? Au contraire, est-ce que ça peut s'essouffler finalement? Parce que Manuel Valls a parlé d'une centaine de profils. Bon, je pense qu'on peut en avoir d'autres, mais je ne pense pas à la pérennité de ce genre d'action. Bon, je m'engage peut-être un peu personnellement, mais il faut bien savoir s'engager de temps en temps. Merci beaucoup Yves Bonnet. Je vais rappeler ce livre qui vient de sortir, Le Grand Complot, ça n'a rien à voir, sont les services secrets iraniens, ont-ils manipulé le gouvernement français? C'est à apparaître, je pense. C'est paru, voilà. À acheter Le Grand Complot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La suite du 22h. Dans un instant, nous évoquerons tout autre chose, la semaine européenne qui s'ouvre au Parlement avec le traité budgétaire européen qui devrait être adopté mardi à l'Assemblée nationale. Le texte arrivera le lendemain au Sénat où les voix de l'opposition seront sans doute très précieuses pour l'adoption de ce projet et au-delà du vote. Vers quelle Europe nous emmènera ce traité? Nous poserons la question à notre invité politique. C'est le vice-président du Sénat, Didier Guillaume, et analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi. Comme chaque année, le Presse Club décerne son prix Humour et Politique. Grand gagnant de l'édition 2012, l'ancien député UMP François Goulard pour cette phrase. Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Pour les 10 ans du prix, le jury a décerné une mention spéciale à Jean-Pierre Raffarin pour l'ensemble de son œuvre. Le sénateur et ancien Premier ministre, inventeur de la positive attitude, est récompensé pour ses raffarinades célèbres comme « Notre route est droite, mais la pente est forte » ou encore « La rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne ». Donner un coup de pouce aux entreprises innovantes. Le Sénat LSEC s'y emploie depuis 1999 avec les tremplins entreprises. Un concours où les meilleurs projets sont présentés à des investisseurs. 30 sociétés étaient en lice pour décrocher l'un des 4 grands prix d'un montant de 10 000 €. Au-delà de l'argent, c'est surtout de la reconnaissance et de la crédibilité que les candidats sont venus chercher. C'est de la visibilité pour une jeune entreprise.
C'est aussi un gain de temps parce que là, en une journée, on a pu rencontrer autant d'investisseurs qu'on aurait rencontré peut-être en plusieurs mois. Et puis, je dirais, c'est avant tout une bonne dose de confiance. Martine Aubry convoquée par la justice. La maire de Lille pourrait être mise en examen dans l'affaire de l'amiante. Déjà entendue comme témoin en sa qualité d'ancienne directrice d'un organisme chargé de la santé des employés dans les années 80, elle fait partie des dizaines de fonctionnaires auditionnés dans le cadre de l'enquête sur cette catastrophe sanitaire qui serait responsable de 10 à 20% des cancers du poumon aujourd'hui diagnostiqués. Nouvelle mise à pied dans les rangs de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille. Après les mises en examen de 12 policiers vendredi, 18 agents supplémentaires ont été suspendus aujourd'hui. Au total, une trentaine de fonctionnaires sont concernés par des affaires de vol, extorsion et trafic de stupéfiants, soit la quasi-totalité de l'unité dissoute par Manuel Valls. Les temps sont durs dans les rangs de la police. Le dessin du jour de rançon met côte à côte un agent coupable de malversation et un détenu tenté par la lutte armée, discutant de leur plan de carrière une fois passés de l'autre côté des barreaux. Et nos invités sur le plateau du 22h, interview à suivre dans un instant avec le vice-président du Sénat, Didier Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Notre chroniqueur est avec nous, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Et Bonsoir. Jean-Louis, on va commencer à parler d'argent. Gros sous, 700 milliards d'euros de capacité de prêt. Le prêt, c'est le MES. De quoi s'agit-il et comment va-t-il fonctionner? Alors, il a été mis sur les fonds baptismaux aujourd'hui même au Luxembourg. On en parle déjà depuis 2 ans. Comment va-t-il fonctionner? On va simplement reprendre quelques articles. On rappelle, MES, c'est le mécanisme européen de stabilité, effectivement, et non pas MES en anglais, qui veut dire un bazar, n'est-ce pas? J'espère pas, je n'avais pas donné ça. C'est un peu différent. Mais donc, le fonds mécanisme européen de stabilité, donc, qui a été aujourd'hui mis sur les fonds baptismaux par les ministres des Finances des 17, on peut le définir sa fonction en suivant le traité. Dans son article 3, il dit qu'il s'agit de mobiliser les fonds nécessaires à destination de pays en difficulté. Comment sait-on qu'un pays est en difficulté? C'est quand on voit ses taux d'intérêt sur sa dette commencer à flamber. Article 8, effectivement, il dit qu'on va mobiliser 700 milliards d'euros, dont 500 milliards seront empruntés sur les marchés des capitaux. Comment ça va fonctionner? Le MES est doté d'un capital social. Il va emprunter par tranche, évidemment, pas d'un coup, les milliards en question à un taux d'intérêt faible, parce que le MES aura le AAA, et il le reprêtera aux pays en difficulté les sommes dont il aura besoin. Et puis, pour assurer une certaine efficacité, là on voit que ça peut poser un petit problème politique. Il y a l'article 9 du traité qui constitue le mécanisme européen de stabilité qui dit que les États actionnaires, dont évidemment la France, l'Allemagne et les 17 pays membres de la zone euro, s'engagent immédiatement à apporter les fonds nécessaires que va lui demander le MES. Et effectivement, on ne va pas demander aux députés, aux sénateurs, est-ce que vous êtes d'accord pour faire le chèque, le temps que la spéculation s'accroche sur un pays en difficulté, tout peut exploser, mais on voit bien que quelque part, on s'engage par avance, et quelque part, il y a quand même, on squeeze un petit peu les processus politiques traditionnels. Jean-Louis, quel pays va-t-on aider en priorité avec ce nouveau mécanisme? Alors on pense d'abord évidemment à l'Espagne qui déjà maintenant sait qu'elle aura 100 milliards pour aider ses banques. On pense à la Grèce également, puisque la Grèce a déclaré aujourd'hui qu'à la fin novembre, elle aura encore besoin d'un autre plan d'aide d'une trentaine de milliards. Pour l'instant, on est largement dans l'enveloppe. Je vous ai parlé de 700 milliards d'euros, très largement. Et l'idée, c'est que, au fur et à mesure, et on en parlera tout à l'heure avec notre invité, c'est que de l'application du fameux traité budgétaire, les pays assainiront leurs finances publiques et effectivement, le problème, à terme, ne se posera plus. Il faut quand même dire que tout n'est pas réglé au millimètre, puisque dans le mécanisme européen de stabilité, il est prévu qu'on puisse aider les États, mais aussi les banques. Les banques. Le problème, c'est qu'on dit, oui, mais quand on aura constitué une union bancaire européenne. Et là-dessus, exactement, ce n'est pas pour demain, peut-être pour après-demain. Oui. Jean-Louis, vous avez parlé de ce traité budgétaire européen qui arrive au Sénat, donc mercredi, après l'Assemblée nationale. Didier Guillaume, selon vous, vers quelle Europe il nous emmène ce traité? Ce traité a été rediscuté, renégocié les 28 et 29 juin par François Hollande. Nous savons bien que l'Europe idéale n'existe pas. Et si nous souhaitions avoir nous-mêmes une Europe telle que nous la voulions, elle n'est pas possible aujourd'hui. Mais il faut faire un pas en avant. Et la renégociation du traité, le fait qu'aujourd'hui le mot croissance ne soit plus un mot tabou,
mais soit inscrit au niveau européen, est une grande avancée. Donc c'est une Europe aujourd'hui qui va devoir gérer sa crise financière, qui va devoir faire en sorte que les pays reviennent à un endettement supportable. Aujourd'hui, nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire. Et demain, une Europe sera l'Europe redistributrice, une Europe, nous l'espérons, sociale, une Europe citoyenne. Non, c'est une orientation politique. Mais pour beaucoup, et certains dans votre propre majorité, Didier Guillaume, ce traité nous précipite vers une Europe à la dure. C'est une potion amère, c'est une punition disciplinaire, pour certains même au Parti socialiste. Ils sont peu nombreux, ceux-ci, et j'espère qu'ils le soient le moins nombreux possible. Nous avons des visions différentes, certains. L'Europe a toujours divisé le pays. On a vu le dernier traité européen, le dernier référendum, qui a divisé l'ensemble du pays, qui a divisé la gauche. Alors tout le monde pensait qu'il y aurait un vote pour, il y a eu un vote massivement contre. Donc il y a des visions différentes. Moi je pense que ce n'est pas de l'incantation qu'il faut faire, c'est de l'action. Aujourd'hui on ne demande pas aux parlementaires d'être des parlementaires godillots, mais des parlementaires réglo. Ils ont été élus après François Hollande, grâce à François Hollande. Et le président de la République a annoncé qu'il voulait... Vous leur demandez d'être reconnaissants. Mais s'ils ont été élus, c'est parce que François Hollande l'a été avant eux. Et on savait très bien quelle était la position du président de la République. Donc moi, ce que je leur demande, c'est de ne pas masquer leurs convictions, mais c'est de se dire le pas en avant. L'Europe que nous voulons, elle doit se faire en avançant. L'Europe, elle est malade. Il y a deux solutions aujourd'hui. Soit elle est guérissable, soit on essaie de la guérir et on vote oui, et je pense qu'il y aura une rééducation à faire, mais que ça ira mieux. Le médicament n'est pas bon à avaler, pas tout à fait, mais exactement. Il faudra passer par là, c'est parfois amer, mais soit on vote non, et alors il n'y aura pas de guérison, ça sera l'enterrement de l'Europe. Au Sénat, carrément, l'enterrement de l'Europe si le traité ne passe pas. Mais il devrait passer, vous savez pourquoi, Didier Guillaume? Parce que, bon, à l'Assemblée nationale, vous avez une majorité, mais au Sénat, vous avez une courte majorité, et vous comptez donc sur le renfort des voix de la droite. Est-ce que vous saluez leur attitude à venir? Non, mais je crois que l'Europe, c'est un sujet qui doit dépasser les clivages traditionnels. On ne va pas se diviser sur ces points-là. Le traité avait été présenté, négocié par Nicolas Sarkozy. Les membres de l'UMP disent « nous voulons le soutenir parce que Nicolas Sarkozy l'a fait ». Nous, ce que nous disons, c'est que les avancées de François Hollande sur la croissance, 120 milliards, c'est jamais assez. On aurait fait 200, 300, 400, mais 120 milliards, ils n'y étaient pas, ils y sont. La croissance va venir, et nous pensons qu'il faut que ce traité soit voté aussi majoritairement par la gauche. Mais au Sénat, 5 voix de majorité avec un groupe communiste qui va voter non dans son ensemble, et sûrement quelques écologistes, ça ne passera pas. D'ailleurs, évoquons l'attitude des Verts, et en particulier au Sénat. Regardez ce que dit le patron du groupe écolo au Sénat, c'est Jean-Vincent Placé. Voici sa phrase. Le traité, c'est une erreur majeure qui marquera le quinquennat. Franchement, il n'est pas très reconnaissant avec vous qui avez permis d'obtenir un groupe ici. Oui, ça fait partie de la vie politique. Je crois que c'est pas grave. Chacun est aussi obligé de tenir compte de ses propres... phrase qui marquera le quinquennat. Non, cette phrase est grave, mais après, ça va passer. Je crois que chacun aujourd'hui est obligé d'avancer, parfois dans la surenchère, pour des raisons internes à leur propre organisation politique. Je le regrette. Je le regrette. Et il faut tracer la voie pour l'Europe. Et tracer la voie pour l'Europe, c'est que le traité soit ratifié. Jean-Luc Gombault, Didier Guillaume a dit que le traité a été renégocié, ce qu'a dit François Hollande, mais Jean-Marc Ayrault a quand même apporté une nuance parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de changement juridique sur le texte. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de renégociation finalement? On ne peut pas parler de renégociation, et d'ailleurs aucun traité dans l'histoire de l'Union européenne depuis 1956, le traité de Rome, n'a été renégocié. Le général de Gaulle lui-même n'était pas en faveur du traité de Rome. Il n'était pas d'accord avec, et il l'a pourtant ratifié. Il y a un mécanisme assez bizarre dans l'histoire de l'Europe, c'est que l'Europe, quelque part, n'admet pas l'alternance. La seule alternance que l'Europe trouve, c'est l'Europe elle-même, en tout cas. Et donc, pourquoi ne dites-vous pas, écoutez, effectivement, on n'a jamais pu renégocier un traité, on a essayé de le faire, on n'a pas pu le faire, et il faut quand même le ratifier. Pourquoi vous ne dites pas cette solution qui serait en fait acceptée par tout le monde? Pourquoi nous ne disons pas cela? C'est que ça ne suffit pas, c'est la première partie du raisonnement. Oui, le traité a été mis en place, négocié entre Mme Merkel, M. Sarkozy et les autres chefs d'État européens. Mais il n'y a pas eu que cela. Et le sommet des 28 et 29 juin a amené autre chose. Les 120 milliards n'y étaient pas. Le mot croissance n'y était pas. Donc nous voulons dépasser cela. Nous allons ratifier ce traité parce que nous sommes obligés de le faire, mais en ayant un objectif supplémentaire, une vision plus loin. François Mitterrand disait « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». Eh bien, non seulement l'Europe est notre avenir, mais ça doit être demain notre quotidien. Et aujourd'hui, entre les Français et l'Europe,
c'est pas de la confiance qu'il y a, c'est de la défiance. Si on demande à nos concitoyens ce qu'ils pensent de l'Europe, c'est l'Europe du chômage, l'Europe des délocalisations. Nous n'en voulons plus. Le combat sera long. Nous devons aller vers l'Europe de l'espoir, l'Europe d'un renforcement des possibilités. Vous en parlez avec beaucoup de d'exister. conviction. Vous espérez convaincre encore les récalcitrants dans votre propre majorité. Vous pensez avoir quelle majorité, Didier Guillaume, ici au Sénat? Sur les sénateurs socialistes et apparentés? Combien de défections? Peut-être une. Combien de divisions? Peut-être une. Une défection, peut-être pas. Je ne sais pas. Nous allons essayer. Nous avons encore réunion demain matin pour en parler. Oui. Alors, nous allons parler à présent de la politique plus générale de M. Hollande et M. Ayrault. La droite se fait très offensive sur la politique du gouvernement. C'est le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet qui, via une tribune dans le Figaro, nous allons la voir, sa prose est très virulente, elle étrille le président amateur, fustige une équipe politique qui frise chaque jour l'imposture. Tout ce qui est excessif est dérisoire, aurait dit ma grand-mère lorsque j'étais petit. Elle me disait, fais attention à tout cela. Je crois qu'aujourd'hui, l'UMP est empêtré dans des divisions internes, dans le combat pour la présidence, du pain au chocolat aux bourgeois de la politique. Je crois que ce n'est pas bon. Vous ne vous sentez pas visé? Je ne me sens pas du tout visé. Ce que je vois par contre, c'est qu'aujourd'hui l'UMP ferait mieux de s'intéresser aux préoccupations de nos concitoyens. Ils se font la guerre entre eux, ils attaquent les personnes, mais ils ne disent rien sur le fond. Pourquoi ? Parce que la situation dans laquelle nous sommes, les 600 milliards de dettes supplémentaires, le déficit du commerce extérieur, les 3 millions de chômeurs, nous les avons trouvés en arrivant. Et nous allons travailler pour maintenir cela. En 2007, la première action budgétaire de Nicolas Sarkozy, ça a été de creuser le déficit de 15 milliards. En 2012, la première action de François Hollande, c'est le réduire de 30 milliards. C'est fondamentalement différent. Mais, Didier Guillaume, à gauche, certains reconnaissent, notamment, c'était Gérard Collomb dans le journal du dimanche, ce dimanche, reconnaissent que les ajustements ne sont pas terminés, qu'il y a encore quelques hésitations. Est-ce que vous reconnaissez que tout n'est pas parfaitement huilé? Et c'est peut-être normal après quelques mois. J'espère même que tout ne soit pas ficelé et huilé. Vous l'espérez vraiment? La discussion, la négociation, la discussion sociale, les corps intermédiaires doivent pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Le fameux débat sur les pigeons. Oui. Eh bien voilà, ils se sont exprimés. Le gouvernement a dit, si c'est pas bon, faisons autre chose. Ce n'est pas grave tout cela. Justement sur ces pigeons, n'aurait-il pas été normal qu'on demande aux députés et aux sénateurs d'apporter lors de la discussion budgétaire les modifications qui étaient demandées par ces fameux pigeons, au lieu que ce soit directement le gouvernement qui modifie son projet de budget? C'est le gouvernement. On passe par-dessus vous? Pas du tout, au contraire. C'est le gouvernement qui dépose un projet de budget, un projet de loi de finances pour 2013. Il l'ajuste avant de le présenter au Parlement. Au Parlement, nous aurons toujours la possibilité de faire des amendements et d'aller plus loin sur certaines dispositions du projet de loi. Ça ne me pose aucun problème. Je voudrais qu'on termine aussi sur le discours de François Hollande. C'était lors des États généraux à la Sorbonne. Il a parlé de l'un des aspects dont on a beaucoup parlé ici, c'est le non-cumul des mandats. Une loi est à venir. Il y a beaucoup de réticences au Sénat. J'ai évoqué tout à l'heure Gérard Collomb, il y a François Rebsamen, il y a Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui a reconnu qu'il n'y aura pas de majorité ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il peut y avoir un blocage au Sénat? Je ne crois pas qu'il y ait de blocage. Je pense simplement que là encore, il faudra discuter tranquillement. Aujourd'hui, on voit bien ce que demande la population, nos concitoyens, ce que veulent les principaux dirigeants. Il faut rénover la vie politique. Donc vous, personnellement, malheureusement, je pense que la rénovation de la vie politique ne passe pas uniquement ou exclusivement par la limitation du cumul des mandats. Êtes-vous pour cette loi? Donc, moi, je suis pour que cette loi passe en 2013, mais je suis totalement opposé au mandat de parlementaires uniques et des parlementaires hors sol qui seraient désignés par les partis politiques. Donc il faut des exceptions? Pas du tout, je pense que pour les sénateurs comme pour les députés, nous ferons partie de ceux qui proposeront des amendements pour pouvoir avoir à côté du mandat de parlementaire un autre mandat. Pourquoi pourrait-on être aujourd'hui chef d'une très grande entreprise, avocat et être député ou sénateur? Parce qu'on n'a pas été choisi par le peuple, c'est un mandat du peuple. C'est différent, non? Si on n'a pas le temps, s'il faut être parlementaire unique pour avoir le temps d'exercer ses responsabilités, alors ça y va aussi pour le métier. Vous voyez, ça peut nous emmener loin. Donc il faudra là aussi être serein et débattre tranquillement. Merci Mais nous le ferons. Merci d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis Gombault pour vos précisions. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis dans un nouveau décor pour le 22h. Peut-être l'avez-vous remarqué. J'espère que ça vous plaît surtout. Ça plaît déjà Didier Guillaume et Jean-Louis Gombault. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier toute l'équipe en régie pour ce travail. Merci donc. Et puis, belle soirée. À demain avec plaisir.
Oui, bonjour Madame Lemoine, brigadier Cercy du commissariat de Vincennes. Je vous appelle pour vous aviser d'un vol fausse qualité avec violence qui vient de se commettre sur la commune de Saint-Mandé, avec un préjudice très important, à savoir plus de 50 000 € de bijoux. Oui, allô? Oui, bonjour, Garçon Appel-Thiévard du commissariat de Bondy. Je vous appelle concernant une infraction de législation sur les stupéfiants. Oui, bonjour, du Verger du commissariat de Chenevière, appareil. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle pour vous aviser d'un vol à Marnay qui s'est commis dans la matinée, vers les 10h30. À Ormesson-sur-Marne. Tout à fait, oui. Dans une bijouterie. Vous êtes déjà au courant, je vois. Par deux individus cagoulés, gantés, dont l'un était porteur d'une arme de poing. Ils ont pris la fuite à bord d'une camionnette blanche. Ben oui. Je vous assure que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui était. Non, je viens d'avoir la PJ qui a eu l'information par le chef de salle, donc je viens de les saisir. D'accord, ok. Il vous a coiffé au poteau, mais les deux appels sont arrivés en même temps. Donc vous savez que l'incapacité de travail, c'est une manière de mesurer la gravité des violences. Plus de 8 jours, on est sur des violences qui sont quand même lourdes, hein, avec deux circonstances aggravantes. C'est que vous étiez concubin et que vous avez utilisé une arme par destination. Vous avez utilisé un bâton, vous n'avez pas frappé à main nue. Et elle est handicapée en plus. Et elle est handicapée en plus, c'est vrai. Alors, pourquoi avez-vous fait ça? Fatigue et énervement. Comme vous n'avez jamais été condamné, vous allez bénéficier des mesures alternatives aux poursuites, c'est-à-dire la première ligne de défense de la société. Faut pas croire que la première ligne de défense, ça consiste à faire « allez, on laisse aller hein, », c'est le laisser aller qui frôle le lâcher tout. Pas du tout. Vous avez fait une faute, faut réparer. Bonjour, monsieur Lacasse, commissaire de Baptiste Saint-Léger. Oui. Je vous appelle pour un vol à l'étalage, pour lequel il n'y a plus de placement en garde à vue, et ainsi de suite. Au palais de justice de Créteil, les services du procureur de la République sont au plus près de la violence urbaine. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'unité du parquet de permanence, informée par tous les commissariats de tous les crimes et délits commis dans le Val-de-Marne, traite, poursuit ou classe plus de 150 affaires chaque jour. Suivre sur le terrain et au tribunal le travail de Lucie Delaporte, de Dany Serdane et de Mathieu de Bâtisse, c'est être au cœur de la machine judiciaire. À une époque où les peurs ressurgissent, où la société se recroqueville et où la sécurité reste un enjeu de société, le quotidien des femmes et des hommes du parquet est un miroir privilégié pour observer le vrai visage de cette violence urbaine. Donc je suis le procureur de la République, monsieur. Vous comparaissez devant moi parce que je vous reproche d'avoir, à Arcueil, dans la nuit du 12 au 13 juin 2011, volontairement commis des violences ayant consisté à porter des coups sur la personne de madame Créteil. Ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 6 jours, avec la circonstance que ces violences ont été commises par le conjoint ou le concubin de la victime, et également en état d'ivresse manifeste. Et ce, en état de récidive légale, parce que vous avez déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel de Créteil. Alors, monsieur, vous avez le droit de me faire des déclarations ou ne pas en faire, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Donc, est-ce que vous voulez me dire rapidement ce qui vous a pris, si vous reconnaissez les faits ou... J'étais déjà d'une, elle a bu. Oui. Elle aussi, elle a pris 2 verres. Oui. De rosé. Oui. Et j'étais allongé sur le lit, elle m'a tiré les cheveux. Alors je lui ai mis un coup de pied. Alors, vous êtes sous le coup d'une mise à l'épreuve, donc ça veut dire avec des obligations de soins. Donc, je suppose que dans le cadre de ces obligations de soins, il y avait vraisemblablement un traitement contre la prise récurrente d'alcool. Bon, qui semble pas très efficace, qui était justement destiné à prévenir la réitération de ce type de fait, donc on constatera son échec. Et les explications que vous donnez ne me paraissent absolument pas légitimer les coups pour lesquels vous allez être jugé cet après-midi. Le procureur de la République, spécifiquement à l'audience, il est l'avocat de la loi. Il est on dit c'est l'avocat de la société, c'est l'avocat général, c'est l'avocat de l'intérêt général. Il est fondamentalement l'avocat de la loi. La comparution immédiate, c'est la justice du quotidien, c'est la justice qui juge la délinquance du quotidien. Et la délinquance du quotidien, c'est vraiment celle qui use.
elle indique qu'il consomme entre 1 litre et 3 litres de vin rosé espagnol par jour. Il était allongé sur le lit, il a commencé, dit-elle, à me porter des coups de pied au niveau du dos et il m'a porté des coups de poing au niveau du visage et particulièrement sur l'œil gauche. Je comprends bien, c'est elle la victime, non pas moi. En principe, c'est elle la victime parce que si c'est elle qui avait porté des coups, elle serait dans le box. Hein. Alors, est-ce que parce que vous vous souvenez pas, parce qu'il n'y a que des... Vu votre état, vous étiez particulièrement, j'allais dire, imbibé d'alcool. Alors, vous pouvez un peu dire pourquoi, monsieur? Ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que je l'aime. Mais aujourd'hui, je crois que vous c'est la l'aidez. deuxième fois que je passe au tribunal et c'est qu'il y a une raison. Oui, mais vous l'aidez comment, monsieur? Il l'aime. Vous l'aimez. Et alors, vous l'aidez quand même? Est-ce que vous l'aidez? Qu'est-ce que vous faites? D'accord, vous lui donnez 100 € par mois. Des questions? Oui, j'avais toute une question qui ne porte pas sur les faits, parce que je crois qu'on a compris la position de monsieur. Madame le Président. Non, monsieur, vous vous souvenez, vous avez été condamné. On en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a fait l'instruction du dossier en commençant par la personnalité. Vous avez déjà été condamné? Oui, pour des faits de violence. C'est engueulé, c'est tout. Bon, d'accord. Alors, qualifiez-le comme bon vous semble. Le tribunal vous avez condamné à l'époque pour des faits de violence, mais vous avez condamné avec une peine particulière qui comportait des obligations. Vous vous souvenez? Est-ce qu'il y avait des obligations de soins, monsieur? Est-ce qu'il y avait des obligations de soins qui concernaient l'alcool? Des gélules. Est-ce que vous avez suivi ce traitement? Moi, j'ai arrêté, oui. Madame la Présidente, Mesdames du tribunal, vous avez dans ce dossier des circonstances assez particulières. Le tribunal ne peut ignorer, vous avez deux misères qui se heurtent. Vous avez quelqu'un qui a été condamné en 2009 en état de récidive, qui est aujourd'hui de nouveau en état de récidive légale. Le tribunal, par application de l'article 465.1 du Code de procédure pénale, ne peut prononcer autre chose qu'un mandat de dépôt à son encontre, sauf décision spécialement motivée. Je ne sais pas comment vous pourriez la motiver, cette décision spéciale qui écarterait le placement en détention de celui-ci, sachant qu'il n'a pas d'activité professionnelle, qu'il n'a pas de domicile. Le seul domicile qu'il ait, c'est au sein même de l'appartement de la victime, puisque ses parents, dans le 93, refusent de l'héberger. Quelqu'un qui, au surplus non content d'être sans récidive et sous le coup d'une mise à l'épreuve, qu'il a décidé d'arrêter les soins auxquels il était astreint et que, les mêmes causes reproduisant souvent les mêmes effets, vous avez celui-ci qui, hébergé par humanité par sa concubine, s'alcoolise et, n'appréciant pas la remarque de celle-ci sur son hygiène, la frappe et occasionne 6 jours d'incapacité de travail. Il est en état de récidive. Je vous demande de le condamner à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 2 ans d'emprisonnement par application de la loi sur la peine plancher, 24 mois d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Et vous allez, évidemment, au regard des éléments que j'ai déjà évoqués, décerner mandat de dépôt à son encontre pour que le tribunal puisse faire application de la loi et assurer l'exécution de la peine. Je vous remercie, monsieur le procureur. Maître en défense, vos observations? Non, pas des observations, Madame le Président, une plaidoirie. J'ai bien entendu les réquisitions de monsieur le procureur et pour une fois, je serais presque d'accord. Presque d'accord parce que, oui, il y a une chose qui est indéniable, c'est que monsieur est un alcoolique et il est malade. C'est un alcoolique et il est malade. Il est alcoolique depuis l'âge de 16 ans. C'est l'enquête Apcars qui l'indique. Ça se confirme quand on remarque qu'à 38 ans, monsieur Baïdé en paraît presque 60. Alors, est-ce que la prison lui permettra de se sortir de ce problème d'alcoolisme? Je ne voudrais pas faire d'ironie, mais ça se saurait si la prison aidait les alcooliques à sortir de l'alcool. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les statistiques, mais vous savez que récemment, nous avons battu le record de surpopulation carcérale, 65 000 détenus en France aujourd'hui. Alors tout simplement, je vous demanderai de tenir compte de ces différents éléments, d'écarter l'application de la peine plancher, et de faire preuve de la plus grande bienveillance à l'égard de M. Baïdé. Je vous remercie, maître. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, fait application de la peine plancher, vous condamne à 24 mois d'emprisonnement, dont 20 assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant un délai de 2 ans. Avec notamment une obligation de soins, l'interdiction d'entrer en contact avec madame
Fina Domonté et l'interdiction spécifique de se présenter au domicile de cette dernière. C'est pas parce que ça fait pas la une des journaux que c'est la petite délinquance. La délinquance, d'abord, elle n'est pas petite ici parce que c'est quand même une délinquance de masse. Ce ne sont pas effectivement les affaires qui vont avoir un retentissement médiatique, politique important, mais c'est quand même celle qui, au final, va concerner beaucoup plus les gens. Ce qui concerne les gens, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont lire dans le journal. Enfin, je veux dire, leur confrontation à la délinquance, leur confrontation à la loi, c'est pas le crime horrible qui va faire la une des journaux. Le quotidien des gens, c'est pas ça. Donc le quotidien de la justice, c'est pas ça non plus. Monsieur, je suis procureur de la République. Je vous reçois pour vous expliquer ce que je vous reproche et pour vous dire surtout que vous allez être jugé en comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil. Vous êtes de nationalité algérienne. Vous avez la nationalité française aussi ou pas? Non. Vous avez une profession, c'est vous êtes couvreur. Vous travaillez actuellement? Oui. Oui. Et vous êtes sans domicile fixe? Exact. Vous n'avez pas de logement? Bon. Vous résidez où? Vous dormez dans la rue? Ou vous dormez à droite à gauche, dans les foyers? Comment vous faites? À gauche, j'ai des amis, j'ai des potes. Quand j'ai de la thune, ce qui arrive assez fréquemment, vu que je travaille, j'arrive à dormir à l'hôtel. Quand j'ai pas de thune, des fois, je dors dans la voiture aussi. Alors faites attention à la façon dont vous parlez, monsieur. Hein. Vous allez passer devant un tribunal. Autant parler d'argent plutôt que de thune. Hein. Il vous est reproché 2 infractions, monsieur, qui sont en réalité la même infraction. Il vous est reproché des violences sur vos enfants, des violences particulièrement graves. D'abord parce que vous êtes le père de ces enfants, donc vous êtes leur ascendant. Et ensuite parce que ces violences donc, sur douane ont entraîné une incapacité de travail de 5 jours et sur Sondi, une incapacité de travail de 15 jours. Donc c'est très important. Surtout 15 jours, c'est vraiment des violences qui sont lourdes, monsieur. Vous avez conscience quand même de la gravité de ce que vous avez commis ou pas? Oui. Au niveau... Pardon? Et de ce que j'encours, oui. J'en ai conscience, oui. Et de ce que vous encourez, oui, mais enfin, je crois que... on s'en expliquera devant le tribunal, monsieur, mais je crois que le plus grave, là, à ce stade, c'est ce que vous avez fait subir à vos enfants et la façon dont vous avez hypothéqué tout leur avenir. Ce qui s'est passé avec mes enfants, je m'en excuserai jamais. Et je suis prêt à payer toutes les conséquences et tout ce qu'il y a à faire, comme vous dites, c'est d'abord... c'est ce qui s'est passé... Voilà, je trouve même pas le mot. Mais en deuxième lieu, je voudrais mettre juste un petit truc qui est important quand même pour moi, qui est dans ma vie là, en ce moment. J'ai monté ma boîte, j'ai démarré un chantier, et honnêtement, j'ai mis dans la merde pas mal de monde en étant ici aujourd'hui. Il y a pas mal de monde qui est dans la merde. Et j'aurais voulu un délai. Moi, j'avais demandé ce que je voulais. Je sais que c'est pas avec la police qu'on pouvait négocier ça, ni c'est... Un délai pourquoi, monsieur? Pour terminer mon chantier. Pour ah mettre... Oui. Alors... Voilà. Non, monsieur, voilà, c'est tout. Mais sinon, ouais, je vous explique, je vous explique. La seule raison valable pour laquelle vous pouvez ne pas être jugé aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de temps pour votre défense, pas pour aller travailler. Ça, c'est... Tant pis pour vous, d'une certaine façon. Pas pour moi. Oui, j'ai bien compris, mais c'est... Voilà. C'est tant pis pour vous et tant pis pour les autres. Ils sont investis et... Ok, tant pis pour moi. Voilà. Après, le tribunal peut dire que vous ne restez pas en détention ce soir et peut-être que le tribunal peut vous laisser ressortir demain. Enfin, ce soir, et puis vous irez travailler demain. Voilà. Moi, mon travail, c'est de demander au tribunal votre condamnation, là, pour le coup, et de demander de prononcer une peine. Je vous avertis, parce que je ne veux pas que vous vous fassiez d'illusions, je vais demander votre incarcération ce soir. Que vous demandiez un délai ou que vous ne demandiez pas de délai. C'est juste, voilà, vous avez le droit d'en demander un, mais voilà. D'accord? C'est compris?
bonjour, Sylvie Estin, commissariat de Nagent. Oui. Je vous appelle pour la garde à vue concernant M. Bruno pour un outrage. Donc mes collègues de la police municipale le contrôlent alors qu'il n'a pas sa ceinture de sécurité. Ouais. De là, ils refusent de leur présenter la carte grise et le permis de conduire du véhicule et ils les insultent en leurs termes, la verbalisation, t'as qu'à te la mettre dans le cul et va te faire enculer. Oui, bon, ben pour ce monsieur, je vais faire un rappel à la loi par délégué du procureur. Je vais vous passer le greffe pour la date de délégué et vous notifiez la date et vous levez la garde à vue à l'issue. D'accord? Vous êtes moldave. Ești moldovean. Vous êtes sans domicile fixe. Nu ai domiciliu fix? Nu. Donc vous dormez où? Deci unde dormi? Unde stai aici? Când la prieteni, când pe parcuri așa. Chez des amis ou dans des parcs? Vous êtes devant moi pour un rappel à la loi. Le but de cette opération, c'est de vous arrêter sur la première ligne de défense de la société, qui est le rappel à la loi. Qu'est-ce que vous avez volé dans le magasin Franprix? Ce ai furat în magazinul Franprix? Două bucăți de carne. Deux morceaux de viande. C'est tout? Atât? Da. Oui. Moi, ce que je vous dis au nom du procureur de la République, si vous commettez des vols, Da, deci numele vous irez en procurorului détention. Republicii spune că dacă mai comiți furturi, ai să mergi în închisoare. Am înțeles. Oui, j'ai compris. Et ça, il ne faut pas le faire. Vous avez compris que si vous faites, Asta ai înțeles că si vous commettez des dacă mai vols, vous irez en comiți détention. furturi, ai să mergi în detenție, să mergi în Nu, închisoare. eu promit că nu. Alors, Il s'engage, il promet de ne plus... donc vous vous engagez et vous promettez d'avoir un comportement exemplaire. Da, deci îi promiți că ai să ai un C'est ça? comportament exemplar. Promit. Oui. Promit dacă... Comme j'aimerais vous croire. Franchement, je souhaiterais, de tout cœur. Il y a des chances. En France, În Franța, le comportement républicain, c'est le comportement exemplaire. deci asta înseamnă că trebuie să Nu fii mai exemplar. Nu mai Oui. fur. On a le droit d'être pauvre, mais ça n'empêche pas d'être honnête. Da, deci ai dreptul să fii sărac, dar asta nu împiedică să fii corect. Da, dacă n-am de lucru și n-am bani și fac să mănânc. Oui, mais si je n'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, Oui, mais- donc est-ce que je veux me faire Regardez la la manche barrière du langage, déjà, la barrière du langage. Comment voulez-vous réussir quelque chose ici? Da, spune cum vrei Ah, să vous- reușești ceva dacă nu vous vorbești, parlez pas la langue vorbești couramment. franceză, franceză. trebuie să... Ah, donc je dois apprendre à parler le français. Eu cu tele- Vous vous rendez compte? C'est un handicap terrible. Da, e un Terrible. handicap foarte mare să nu... Comment vorbești voulez-vous limba, surmonter un handicap pareil? Vrei să faci față, să... Quand on est dans sa situation, eh bien, voilà, on ne peut vivre que de l'argent, quoi. Da, deci când ești din situația asta, nu poți să trăiești decât din furturi, din fapte... Trebuie să învăț limba mă decât. Voilà, donc Ça ne peut que mal finir. Tout le monde est confronté à un moment ou à un autre à une situation où on peut glisser dans la délinquance. Il y en a qui vont dire, oui, bon, c'est des gens qui n'ont pas d'espoir. Moi, je pense que c'est juste des gens qui ne se projettent pas dans l'avenir, pour tout un tas de raisons qui sont propres à leur parcours, mais qui ne se projettent pas dans l'avenir. Si vous vous projetez dans l'avenir quand vous allez commettre une infraction, vous ne la commettez pas. Oui, allô? Les faits ont commencé au mois d'août 2010. Avec une dame qui constate 3 impacts de balles dans sa fenêtre de son coucher. On ne comprend pas très bien pourquoi. Si on veut la tuer, c'est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle sorte de son immeuble plutôt que d'essayer de la voir. Et puis samedi dernier, à nouveau, un coup de feu dans la fenêtre. Ok, bon bah écoutez, moi ça m'intéresse de voir comment fonctionne le laser et puis de voir comment on détermine la trajectoire d'un tir. Donc, et vous aussi, je sais, donc, donc on se retrouve à 4h30 lundi matin pour faire ça. 4h30, on va être un peu tôt, oui. 5h moins le quart si vous voulez. Oui, 5h moins le quart, parce qu'on a rendez-vous à 5h et on va mettre un quart d'heure pour aller au Ouais, ok, ouais, surtout à cette heure-ci. Mais un petit quart d'heure. Un quart d'heure de sommeil en plus, ce sera pas de refus.
On va faire le laser avec l'IRCGN. On y va? La victime habite en haut, au 7e étage. Et depuis le mois d'août, elle reçoit des impacts dans sa fenêtre et dans les montants métalliques sur les côtés. En tout, on en compte 8. Août, septembre, janvier et mai. Les collègues de la balistique de chez nous nous avaient déterminé un angle de tir qui couvrait une zone assez large. Donc on avait choisi de taper les appartements qui sont sur la terrasse. Les deux grandes terrasses là. On avait fait des perquisitions, ça n'avait rien donné. Donc là, j'ai fait venir les collègues de l'IRCGN, la balistique. Donc là, ce matin, ils vont faire un laser. C'est-à-dire, comme on a trouvé pas mal d'impacts sur la façade de cet immeuble-là, aussi la semaine dernière, et il y en a un qui est récent, il y en a un qui est traversant. Ça marche bien leur truc. Moi je vois très bien le mec tirer sur les pigeons et derrière exploser les vitres et autres. Hein. De toute façon on va faire l'immeuble. Hein. L'appartement de la victime, c'est l'appartement qui est en face. C'est un immeuble en face. D'accord. Donc, et ils ont ciblé quoi comme appart? Le dernier étage. Dernier étage. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Je vois qu'il fait du tir aux pigeons, ça se trouve. Ouais. Ouais, on est en nombre. Hein. Ah oui, je vois ça. Hein. Oui, on avait prévu 3 ou 4 appartements. Alors. Je vois. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. On va laisser œuvrer un petit peu les gars. Hein. Ouais. Oui, c'est la police, vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Vous ouvrez s'il vous plaît? Oui, c'est la police, madame. Bonjour, c'est la police. Vous avez pas entendu taper tout à l'heure? D'accord. Alors écoutez, on va rentrer, vous inquiétez pas, vous êtes toute seule. Bon. Quelqu'un fait remonter le chien là? Ça y est, il est là. Bon, il est là. le chien Il est là. remonte. Ouais. D'accord, on va faire remonter le chien, on va faire une perquise par contre en règle. Ouais, là, pour le avec coup, on va faire une perquise en règle. Ouais. Avec les gants et tout. Et puis je vais convoquer madame pour audition. Montez par l'escalier, salut, et... Quand tu montes par l'escalier, tu as Ben là, on a trouvé une licence de tireur et puis une affiliation à un club de tir. Tiens, tenez. La suite, voilà. Bon, c'est quelqu'un d'assidu. Oui. Très. Puis quand il 19, peut pas... 20, 23, Voilà. 26, 27, 4, 16, 6 000. C'est pour le plaisir qu'il fait ça? C'est du sport, hein? C'est du sport. D'accord, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien. On a été blessé, d'accord. C'est votre chambre, madame? C'est votre chambre avec la chambre privée, d'accord? Et là? Ok. Et là? Ça, c'est son côté. C'est son côté? De qui? Côté de monsieur. D'accord. C'est votre mari? Oui. C'est votre conjoint. D'accord, ok. Là, a priori, bah voilà, on a trouvé l'arme. Attends. Vas-y, fous-la en l'air. Ah oui, non, c'est un bon ça. Ah ouais, c'est pareil. Ah, ça, c'est pas du 22, ça. C'est autre chose. Ça, c'est pas... Attends. Attention. Vas-y. Mets-toi. Moi, je regarde ça. Ah, je pense plutôt que c'est ça. Là. On va virer ça. Je pense plutôt que j'ai trouvé... Ouais, on va le mettre en... Vas-y, ouvre. Il y a quelque chose encore, donc... Là. Là, ben voilà. En plus, c'est une lunette. Il y a tout ce qu'il faut. Vous les avez jamais vus, ça? Et vous savez qu'il a une carte de tireur, non? Oui, ça, il a une licence. Oui, oui. Ok. Et vous saviez pas qu'il y avait Mais des il a armes déclaré, il me semble qu'il les a déclarées. Ah oui, non, mais ça, le problème de la déclaration, c'est autre chose. Les armes, vous les aviez vues ici, non? Non, moi, j'ai jamais vu, non. Je pense qu'il devait s'en servir ou les utiliser quand j'étais pas là. D'accord. Mais quand il fait du tir, c'est ce qu'il emporte? Oui. D'accord. Donc vous l'avez déjà vu partir faire du tir avec? Non, je le vois jamais. On n'est jamais ensemble. Ah bon, d'accord, ok. Bon, je rentre pas dans l'intimité de votre... On va demander aux collègues de l'IRCGN de la mettre en sécurité. Il y en a deux. Ils vont faire les comparaisons avec les... Je vais l'appeler. Pour pouvoir rassurer Ouais. madame déjà. Et puis tous ceux qui n'étaient même pas au courant qui se faisaient tirer dessus, mais ouais, ça marche. Très bien. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Vous comparaissez devant moi pour agression sexuelle. Qu'est-ce que vous avez fait? La victime était assise sur un banc sur le quai du RER.
Monsieur Lagarde s'est assis à côté d'elle, l'a invité à prendre un verre, puis lui a caressé la cuisse. C'est ça? C'est ça? Il faut me dire la vérité, hein. La victime a quitté la gare. Monsieur l'a suivi. Il m'a dit, viens, je t'invite, je te paie. Voilà ce que je lui aurais dit à cette jeune femme. Comme je ne répondais toujours pas, il a posé sa main sur ma cuisse et l'a glissée jusqu'à mon genou. Je lui ai dit que s'il me retouchait, j'allais me défendre. J'ai quitté le quai et je suis sorti sur le parvis de la gare. Il m'a suivi en me disant « T'es bonne, t'es bien foutue. Viens chez moi, tu ne le regretteras pas. » Donc, ce que je vous dis au nom de Madame la procureure de la République, puisque c'est une dame qui commande ici, hein, ce que je vous dis et ce que je vous demande, c'est éventuellement consulter un médecin si vous avez quelque chose, si vous avez des pulsions, quelque chose, ou des envies, ça peut arriver, hein? Oui. Mais la loi garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme, et en aucun cas, une dame qui n'est pas consentante, on ne peut la contraindre à quoi que ce soit, ni la toucher en quoi que ce soit. Donc vous ne vous rappelez pas lui avoir fait des propositions sexuelles? Non, monsieur. Et qu'est-ce que vous aviez bu? Bah, entre des demi et puis un peu de whisky, voilà. Dans quelle quantité? Bah, je pense que c'était beaucoup de whisky, voilà. Quantité, je pense. Combien de whisky? Oh, ça, je pourrais pas vous le dire, là. Un demi-litre? La moitié d'une bouteille, on va dire. La moitié d'une bouteille de... Vous avez bu la moitié d'une bouteille de whisky et de la bière, c'est ça? Voilà. Ah ouais. Quand je vous écoute, là, je vous sens pas. Je vous sens pas. Bah, excusez-moi, mais... Je vous sens pas. Il y a des gens, vous, je vous sens pas. Je vous trouve là, je sais pas. Je vous sens pas comme... Pourtant, j'en vois défiler des gens, hein. Mais je vous sens pas, vous. Bah, c'est ce qu'on me reproche qui me surprend, quoi. Mais vous rendez... Attendez, il faut être clair. Cette jeune femme, elle vous a jamais vu. Elle est née en 93, elle vous a jamais vu. Pourquoi aurait-elle inventé ça? Pourquoi aurait-elle dit cela? Franchement. C'est la question. Hein, elle a une attitude exemplaire. Il n'y a rien dans son passé qui laisse supposer qu'elle a eu une attitude équivoque à un moment donné. Rien du tout. Au contraire, droite comme un i. Alors, elle n'a pas rêvé, quoi. Première surprise. Monsieur Lagarde, puisque ce sont les instructions du procureur de la République, je vais vous laisser repartir. Mais je vous mets bien en garde. La prochaine fois, vous irez en détention. Il n'y aura pas de prochaine fois, non. Je l'espère bien. Moi aussi. Notre entretien est terminé. Vous avez signé là. J'attends de vous un comportement irréprochable. Monsieur, vous pouvez y aller. Merci. Alors, vous, dans des affaires comme ça, je ne vous sens pas. Je sers d'habitude, je dis bonjour et je serre la main. Mais vous, je ne vous serre pas la main, je ne vous sens pas. Monsieur, il faut y aller. Je suis le procureur de la République. Vous comparaissez devant moi parce qu'on vous reproche des faits pour lesquels il apparaît que vous êtes assez coutumier, hein, des faits donc de conduite malgré l'injonction de restituer le permis de conduire, permis qui a été donc invalidé suite à un retrait total de points. C'est ça, voilà, vous conduisez alors que votre permis est annulé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, je ne connaissais pas, c'est que la fois où je me suis fait attraper, j'avais une course très importante et j'ai pris le volant et j'aurais pas dû. Oui. Alors, vous n'auriez pas dû comme en 2007, vous n'auriez pas dû comme...